Ça, c'est vraiment ce que je referais déjà from scratch. Me focaliser sur créer une audience, diffuser du contenu à forte valeur, de manière gratuite. Et justement là, ça permet d'avoir une traction et de savoir après dans quelle direction en fait tu emmènes ton projet. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Dans l'entrepreneuriat, une chose essentielle, c'est la vente. Et finalement, chaque CEO est son premier vendeur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Axel Bombezin, un spécialiste de la vente. Salut Axel. Salut Thibaut. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Je suis très content de te recevoir. Je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter, de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Yes, bah écoute, je te remercie. Je m'appelle Axel Bombezin, j'ai 28 ans, je suis le fondateur de Dilly. On aide à propulser la performance commerciale des PME, des startups, en formant et en coachant en fait leurs collaborateurs et en leur apprenant, si je peux dire, des nouvelles techniques sur la vente, tout simplement. Ok, d'accord. Bah, je te propose dans un premier temps, avant d'y revenir, que tu me dises un peu comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cet écosystème. Bah écoute, moi c'est très simple. Alors, moi depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je m'entraîne à faire des signatures de chef d'entreprise. D'accord. Donc, c'est-à-dire que je faisais des grandes signatures très complexes parce que j'estimais qu'un chef d'entreprise avait une signature très complexe et très massif. Et depuis tout petit, je suis obsédé. Et la seule réponse que je disais quand on me disait tu feras quoi plus tard, c'était je serai chef d'entreprise. D'accord. Voilà. Parce que je suis d'une famille d'entrepreneurs. J'ai baigné là-dedans. Donc, je ne me suis jamais imaginé autrement que chef d'entreprise. Okay. Et j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 18 ans. En fait, j'ai stoppé mes études parce que je me suis trompé de filière. J'ai eu l'opportunité de monter ma première boîte. Okay. Avec l'aide de ma maman. En fait, donc ma première boîte était familiale. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied à l'étrier. Et donc, aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai 28 ans. Donc, ma première expérience remonte déjà il y a 10 ans. Ouais. Et c'était quoi comme boîte? C'était un magasin de vêtements. D'accord. Voilà. On était originaire de Tours. Donc, c'était implanté sur Tours. Et en fait, le concept était de faire quelque chose d'un peu différent. C'était un concept store où on faisait venir des marques de l'étranger. Donc, d'Australie, de Londres ou des États-Unis. Et c'était uniquement des exclusivités. C'est-à-dire que quand on faisait rentrer une marque dans le shop, c'était pour hommes et pour femmes. Personne ne l'avait en fait dans la région et parfois même en France en fait. On s'est retrouvé à sortir des marques en même temps que de très gros concept stores comme Colette. Donc c'était assez dingue. Mais voilà. Ok. Et donc c'est vraiment tes parents qui t'ont, on va dire, poussé dans cette voie-là. T'as préféré. Enfin oui, finalement, c'est eux qui t'ont accompagné là-dedans. Bah ouais, moi je suis un peu baigné dedans vraiment depuis tout petit. J'ai été poussé effectivement par mon papa parce que mon papa avait une entreprise puis il a toujours été commercial. Donc j'ai toujours entendu ça, j'ai toujours entendu les appels de mon papa avec des clients avec des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup regardé et appris comme ça. Et même très jeune, à l'âge de 8-9 ans, le 1er mai, on m'emmenait parce que ma grand-mère était fleuriste. Donc j'allais cueillir du muguet avec ma mamie. Et je me mettais devant une boulangerie et je passais toute la matinée à vendre du muguet. Et à la fin de la matinée, j'avais 8 ans et je gagnais, je crois que le mieux, j'ai fait 300 €. Ok. À l'âge de 9 ans. C'est pas mal. C'est sympa. Ça paye bien les cartes Pokémon, ça. Et ben, tu vois, et alors, c'est là le truc, je devais déjà être très vieux dans ma tête. Parce que moi, le premier truc que j'ai voulu faire, c'était acheter une montre. Ok. Donc, parce que je voulais une montre de grand. Donc, une vraie montre en plus métallique, enfin, tu vois, qui faisait une montre de grand. Et la deuxième chose, je voulais aller inviter mes parents au restaurant. Incroyable. Donc, c'est ce que je fais. J'ai acheté une montre. Et j'ai invité mes parents au restaurant. Donc pas trop de cartes Pokémon. Ouais, tant pis, on verra plus tard. Voilà, pour c'est le Pokémon. exactement ça. Ok, génial, écoute. Alors, donc on va parler un peu de Dilly, bien évidemment. Qu'est-ce qui t'a amené à finalement à faire cette proposition de valeur? Comment t'es arrivé là? En fait, je suis arrivé du constat que ma compétence et ma valeur vraiment clé, c'était la vente. C'est-à-dire que voilà, j'ai ça dans mon ADN, comme je te disais depuis tout petit, je fais ça depuis toujours. C'est ce que je fais de mieux, finalement. Et je me suis rendu compte, en fait, à part 2 cibles que j'ai côtoyées par le passé, les PME et les solopreneurs, que la complexité qu'ils avaient, ces gens-là, généralement, c'était qu'ils avaient une belle compétence, mais ils ne savaient pas forcément comment bien la mettre en valeur, comment bien la proposer et donc en fait comment se vendre. Donc en fait à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à voir comment je pouvais les aider. Donc j'avais commencé avec les PME et les TPE. Et ça s'est très très bien passé. J'ai pu former des collaborateurs sur des nouvelles techniques ou sur des choses comme ça pour tout ce qui allait être acquisition et après conversion. Et je l'ai fait après sur la cible solopreneur. Donc là vraiment des indépendants, donc des coachs, des thérapeutes, des personnes qui ont une vraie compétence. Par contre la vente, ils savent pas comment se vendre. Et donc justement mon challenge c'était de
d'apprendre à des personnes totalement novices dans ce milieu à pouvoir monétiser leur expertise et à pouvoir en vivre, en fait, tout simplement. Okay. Donc, c'est de là, en fait, où est venu un peu le constat et la genèse. C'est OK, c'est quoi ma force, vraiment? C'est la vente. Et j'aime justement transmettre, en fait, cette compétence. Ouais. Alors j'imagine que c'est quand même un secteur relativement concurrentiel. Carrément. Comment tu as fait pour un peu tester ta proposition de valeur, ton premier MVP, un peu tester l'attraction? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, bah la magie des réseaux sociaux déjà en fait, c'est diffuser de la valeur sur les réseaux au travers justement de ce sujet. La concurrence en soi n'est pas elle est accrue, bien sûr, mais c'est une bonne chose en fait, parce que plus il y a de concurrents, j'estime, c'est qu'il y a plus, il y a un marché en fait. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis en fait, en commençant à diffuser de la valeur, en se montrant tel qu'on est, on est tous différents, en fait on connecte avec certaines personnes, ça permet de générer des opportunités. Et à partir de là, en fait, comment j'ai créé d'abord au début ma proposition de valeur, j'ai fait du sur-mesure. C'est-à-dire que je voulais savoir, en fonction de la personne que j'avais en face de moi, c'était quoi sa problématique, comment je pouvais y résoudre. Donc je vendais, si je peux dire, du temps, hein, c'était de l'heure. Je venais solutionner par rapport à ça. Et puis à un moment donné, on se rend compte que il y a tout le temps les mêmes choses en fait à faire, que ce soit d'un point de vue structure, d'un point de vue process, d'un point de vue après technicité ou toutes ces choses-là. Et donc là après on vient packager un petit peu ça. On peut se permettre d'être plus ou moins agile en fonction des structures. Naturellement une structure qui a 2 ou 3 salariés n'a peut-être pas forcément les mêmes besoins qu'une structure qui a 10 ou 12 salariés. D'ailleurs on se rendra compte également qu'il y a des structures aujourd'hui qui n'ont pas de vrais commerciaux en interne, c'est pas grave, mais ça va plus maintenant être des chefs de projet, des responsables marketing qui s'occupent de la vente, et d'autres où il y a encore vraiment des vrais sales, si je peux dire. Et donc là, naturellement, en fait, l'accompagnement n'est pas tout à fait le même. Ouais, bien sûr. Il y avait déjà des typologies un peu de profils que tu ciblais pour répondre un peu à leurs besoins, ou c'était vraiment un peu de tout venant? Non, j'avais pas ciblé, j'avais ciblé les PME, donc PME start-up, mais j'avais pas dit que je vais aller nicher dans un domaine en particulier. Et d'ailleurs, c'est ça maintenant. Bon, je ne suis toujours pas niché là-dessus. Mais j'estime en fait aussi que maintenant c'est l'audience en fait qui te niche, plutôt qu'aller vouloir se dire forcément je vais attaquer les agences immobilières. Crée du contenu, vois qui tu attires, et en fait à partir de ce moment-là, en fait c'est l'audience qui décide où est-ce que tu te niches, je trouve. Ouais, bien sûr. Alors j'imagine que tu as un peu itéré aussi sur ta proposition tarifaire. Et comment ça s'est passé un peu sur tes premiers clients? En fait, je regarde un petit peu, tout simplement, tu regardes ce qui se fait un peu autour de toi. Tu regardes également, en fait, en fonction de la personne que tu as en face de toi, c'est quoi son budget, si je peux dire. Comme j'avais la flexibilité de faire du sur-mesure par moment, je pouvais m'adapter à un petit budget en faisant moins de choses, ou alors en essayant, tu vois, de pouvoir, si je peux dire, lui délivrer un maximum de valeur, mais sans pour autant que je sois toujours là. Donc ça peut par exemple des fois être d'enregistrer des vidéos, des choses comme ça. Et à l'inverse, c'est un moment tu t'arrives à une tarification, si je peux dire, qui est juste pour toi. C'est là où c'est important, en fait, c'est tu le ressens, je trouve, à l'intérieur de toi. À un moment, j'étais vraiment à l'aise avec un prix. Je l'ai fait sur 2-3 clients. Puis à un moment, je me suis dit, OK, je vais augmenter. Ça passait toujours. Puis j'étais à l'aise avec celui-ci. Et en fait, tant que le prix sonne juste au moment où je le sors de ma bouche, j'estime en fait que c'est ça mon prix. Et par contre, après, je ne reviens pas en arrière. C'est-à-dire, si j'ai dit un jour un prix, imaginons, je suis à tant de l'heure, que c'est passé. OK, ça c'est la nouvelle référence. Celui d'en dessous n'existe plus. Ouais, bien sûr. Tu fonctionnes encore parfois au budget, en fonction du budget de ton client, ou maintenant c'est vraiment par rapport au prix établi? Je le fais si le projet me plaît beaucoup. Je l'ai fait là dernièrement, par exemple, sur un projet, un petit client qui était vraiment en train de se lancer, mais je trouvais que l'idée était vraiment top. D'accord. Et qu'il avait une belle vision et une belle croissance en perspective. Donc, fallait vraiment lui amener les bonnes fondations, le structurer. Donc là, naturellement, j'ai pas fait la même proposition de valeur que d'habitude, et donc ce n'était pas le même tarif. Mais voilà, après c'est très rare. J'essaie d'orienter également les personnes quand je vois que elles viennent à moi, mais que je peux pas forcément les aider. J'essaie de comprendre leurs besoins et de les rediriger vers après, si je peux dire, le bon produit. Ouais. Alors tu parlais de réseau, effectivement, pour faire de l'acquisition de clients, c'était essentiellement LinkedIn, ou il y avait d'autres canaux que tu as pu utiliser? Là, principalement, je fais c'est vraiment tout vient de LinkedIn. D'accord. Et LinkedIn, c'est quand même relativement puissant. Alors les réseaux en général, parce que ton spectre, si je peux dire, d'intervention, il est très large en fait. On se cantonne pas à juste une petite ville ou à une simple région. Ça va au-delà en fait, et la francophonie mondiale, c'est quand même beaucoup de personnes. C'est plus de 400 millions de personnes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, rapidement, on peut aller choper des personnes en Belgique, en Suisse, en Luxembourg.
Et donc voilà, c'est LinkedIn qui permet tout ça. Parce que quand on poste un contenu, on sait pas si c'est la personne qui est à côté de chez toi qui va le voir ou si c'est la personne à l'autre bout du monde, quoi. Ok, génial. Tout simplement. Donc non, c'est venu principalement de LinkedIn. Après, avec quelques bouche à oreille, quelques recommandations. Après, voilà, une fois que le noyau dur est mis en route, si je peux dire, après, il faut rester focus sur un bon système d'acquisition. Ouais. Donc là, aujourd'hui, le système d'acquisition, il est principalement sur LinkedIn, ouais. Alors, comme tout business, il y a bien évidemment des embûches. Ouais, bien sûr. Quelles ont été un peu les premières difficultés auxquelles tu as dû te confronter et comment tu as réagi? Les premières difficultés que j'ai rencontrées, ça a été en fait déjà de vouloir trop préparer. C'est-à-dire, voilà, d'être sur une feuille blanche. Moi, j'avais cette notion de vouloir créer quelque chose de gros, donc tu vois, ça prend du temps, il faut tout planifier, tout préparer, et en fait, justement, c'est là aussi un peu où j'ai relativisé, c'est Google n'ont pas voulu faire Google, en fait, tu vois, ils ont pas imaginé un tel empire dans une chambre, tu vois, non, ils ont imaginé un gros projet, mais ils ont été surtout le confronter, et à un moment, en fait, c'est devenu de plus en plus gros parce qu'ils ont itéré, et en fait, c'est le marché, en proposant tout ça, en fait, qui fait qu'à un moment, t'as les bons retours et que tu peux grossir comme il faut, si je peux dire. Donc, en fait, les premiers blocages ont été, en fait, à un moment de se mettre le petit coup de pied aux fesses qu'il faut pour se dire, bon, arrête de rester, en fait, sur ta feuille blanche, si je peux dire, la théorie, c'est beau, mais la pratique, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc, il a fallu vraiment aller se faire violence et surtout, en fait, sortir de ce perfectionnisme. Tu veux tout que soit toujours tout parfait. Ouais, bien sûr. Et en fait, à un moment, ça marche pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est le créateur de LinkedIn qui dit si vous n'avez pas honte de votre produit quand il sort, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Ouais, bien sûr. Donc, il a fallu faire face, en fait, aux perfectionnistes, où je fais face quotidiennement, tu vois. Donc, maintenant, j'essaie de me faire violence là-dessus. Et ce côté, voilà, quoi. La théorie, c'est beau, mais rien ne vaut la pratique. Donc, faut se faire violence, faut y aller. Parce que tu sais qu'en plus, c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin, mais que t'auras quelque chose de différent, en fait, que t'avais pas imaginé, quoi. Ouais. Ça t'a déjà fait rater des ventes comme ça, de trop tergiverser ou Des ventes, je ne pense pas. Ouais. Par contre, aujourd'hui, je peux pas quantifier, par exemple, ce que ça a pu me faire manquer, peut-être d'attendre une semaine, 2 semaines ou un mois, tu vois. Parce que quels auraient été les résultats avec une semaine ou un mois de plus en action, vu que c'est exponentiel. On peut pas savoir, en fait. Par contre, rater une vente, non. En soi, non, parce qu'une vente, une fois que j'ai un process, par exemple, ou d'un seul coup, j'ai mon premier entretien avec une personne, bon, là, par contre, après, c'est rodé, et là, tu vois, je vais pas procrastiner ou postponer, cet échange-là, et donc, c'est une proposition de valeur. Bien sûr. Alors, encore plus dans la vente, peut-être que dans les autres business, il y a bien évidemment une notion de scale. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que finalement, tu es une personne qui délivre une prestation. Exactement. Et donc tu ne peux pas non plus te démultiplier. Pas encore. Ça serait bien, mais pas encore, quoique avec ChatGPT maintenant on fait des trucs magiques. On espère. Voilà. On a vu notamment Oussama Hamar qui récemment a sorti son Better Call Ous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est donc, vrai? Ouais. Ok, je savais pas, j'ai pas vu. Ouais, il a fait ça, il a pris toutes ses confs, tous les calls qu'il a pu faire dans Better Call Ous, il a entraîné sa version de ChatGPT. Énorme. Et donc maintenant on peut la session coûte moins cher, on peut poser des questions à son bot, voilà. Incroyable, c'est what the fuck, mais trop bien. Exactement. Après, je ne sais pas ce que ça donne, mais écoute, peut-être qu'un jour tu testeras et puis tu nous diras ce que ça donne. Carrément. Donc, pour parler de scale, effectivement, quelles sont un peu, toi, tes stratégies, comment tu comptes faire ça, voilà. Alors justement, comme tu disais, je vais pas pouvoir scaler sur mon temps humain, si je peux dire, ça marche pas. Et j'ai quand même maintenant cette notion j'étais très attiré avant par les chiffres d'affaires, tu veux des gros chiffres d'affaires ou autres, mais en fait ce qui est important maintenant, j'ai un peu switché ma vision, c'est plus sur le profit, tu vois, la rentabilité. Et aujourd'hui, comment je pense se scaler, c'est transmettre également le savoir par de l'e-learning, parce que c'est quelque chose que j'ai maîtrisé par le passé et que je prends du plaisir en fait à faire ça. On se rend compte que c'est un format qui plaît beaucoup également aux personnes qui en profitent, parce qu'ils peuvent l'assimilation n'est pas, en fait, l'assimilation de chaque personne est différente. Tout à fait. Et ce qui est très très bien. Et l'e-learning, en fait, permet de respecter ça. C'est-à-dire, si une personne a besoin de voir, je pense à une cliente où au bout de 2 ans, elle regardait encore les mêmes vidéos alors logiquement, elle devait les connaître, je pense, par cœur. Non, elle avait besoin dans son process de les revoir constamment. Okay. Et ça, en fait, déjà du présentiel, c'est pas possible. On peut pas appuyer sur replay, quoi. Une fois que je suis parti. Donc là, aujourd'hui, la phase va être de pouvoir également amorcer une nouvelle formation en e-learning, un nouveau programme. D'accord. Pour justement pouvoir délivrer un maximum de valeur, déjà un maximum de base.
et que par la suite, ben voilà, ça puisse toucher le plus de personnes, parce que ça pourra toucher aussi bien des commerciaux aussi bien, qui n'ont pas besoin de passer par leur boss, si je peux dire, s'ils ont envie de se former en auto-formation, et sinon des entreprises qui prendront ça directement pour leur équipe commerciale, et ça permettra de pouvoir avoir une certaine économie d'échelle, parce que ça sera relativement moins cher que déplacer quelqu'un qui vient chez toi et qui est là, quoi. Ouais, c'est sûr. Tout simplement. Donc, j'en profite, vu qu'on parle de scale, est-ce que tu peux nous partager un peu, avec les travaux que tu peux faire avec tes clients et un peu, pas forcément un top 3, mais voilà, les choses qui reviennent dans la vente et qui sont plutôt déployées pour, justement, avec cette logique de scale, est-ce qu'il y a des patterns qui se dégagent avec les clients que tu as pu accompagner, des choses à partager? Les clients, en fait, que j'ai pu... En fait, la vente, on va se rendre compte que c'est vraiment des maths après. C'est des chiffres. Et une fois qu'on a de la data, c'est comme ça qu'on va savoir comment on peut scaler ou pas. Et l'erreur que commettent beaucoup de personnes, c'est de vouloir scaler quelque chose qui est pas encore bien rodé. Ça, je l'ai beaucoup vu quand même. Même des grosses boîtes, enfin des boîtes qui font déjà plusieurs centaines de milliers d'euros par mois ou autre. Et en fait, elles ont pas des fondations très très saines. Et donc elles scale, mais elles vont dépenser des budgets pub énormes et elles sont pas en fait dans de la rentabilité. Et on se rend compte que vouloir jouer à cette guerre-là, c'est un peu perdu d'avance, parce que maintenant la concurrence elle est de plus en plus présente. Donc il y a de plus en plus de personnes qui font de la pub. Et vu que la pub c'est des mots-clés et que c'est des enchères, en fait à un moment la pub, le lead revient trop cher en fait. C'est-à-dire que quand il te revenait 10 euros, maintenant il te revient 40 euros. Et à un moment, ça rentre plus, en fait. Donc, il faut aussi aller chercher à scaler d'une manière différente. Et on peut aussi aller scaler, selon moi, en allant optimiser d'autres indicateurs. C'est-à-dire, par exemple, aller optimiser du taux de conversion. Et ça va permettre d'accroître ton chiffre d'affaires, d'accroître ta rentabilité. Pour autant, par contre, sans alourdir ta marge, sans alourdir plutôt tes coûts, tes charges, en fait, tout simplement. Mais sinon, ce qu'on remarque, c'est que les personnes, ils vont peut-être baisser, par exemple, sur faire de la pub, mais derrière, en fait, ils ont pas le bon système pour gérer toute cette traction qui peut arriver de manière assez forte. Et en fait, il y a une grosse déperdition de marge, en fait, parce que les leads ne seront pas bien traités, qu'il y aura pas un bon process de follow-up et de suivi, et qu'en fait, tu auras dépensé de l'argent. Et en plus, ça aura dégradé un peu ton image, parce que dans l'image maintenant du client, ça restera une déception, parce que j'ai peut-être pas travaillé avec eux pour X ou Y raison, mais il y aura une déception. Donc, il y a une belle déperdition de marge. Donc, il faut faire attention sur la phase de scaling. Quand on se met justement à vouloir amorcer une pompe pour, de manière organique et payante, attirer du lead, justement, être prêt à pouvoir l'encaisser, en fait, tout simplement. Alors, avant de revenir sur la génération de leads, donc tu nous parlais effectivement des taux de conversion. Est-ce que tu auras un peu des exemples de solutions que vous avez déployées pour justement attaquer cette problématique? Sur le taux de conversion, ça va vraiment être après déjà, en fait, il faut limiter les no-shows. Donc les no-shows, c'est des personnes qui viennent pas à des rendez-vous. Il y en a beaucoup, et en fait, ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement par des petits mots, par des petits messages, par de la réassurance ou de la reconfirmation, si je peux dire. Donc ça, déjà, ça permet d'avoir un taux de conversion déjà un peu plus cohérent par rapport à ça. Et après, ça va passer beaucoup par la technicité du follow-up, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes, quand elles sont face à un client, elles aient toutes les armes, si je peux dire, pour bien le comprendre et lui délivrer la bonne solution. Et en fait, généralement, elles ont les solutions, mais elles n'ont pas les armes après pour vraiment bien le comprendre, bien comprendre ses besoins et pouvoir lui faire la bonne proposition de valeur. Et en fait, on se rend compte on reste avec une personne qui n'a pas dit oui, qui n'a pas dit non, mais qui n'a pas signé. Donc, ton taux de conversion, à ce moment-là, il est en échec total. Et on se rend compte qu'en mettant les bonnes fondations, rien que sur du questionnement, de la compréhension de la personne et l'orienter vers la bonne proposition de valeur, tu peux faire x2 ou x3 rapidement sur un taux de conversion, quoi. Parce que si t'as pas une quantité de leads qui est astronomique, en fait, si tu te concentres bien et que tu fais de la qualité, c'est-à-dire que tu prends le temps de bien traiter ce lead-là, en fait, derrière, tu peux avoir des très beaux résultats. Donc, j'ai régulièrement vu, sur des novices et sur des personnes confirmées en vente, faire x2, quoi. En termes de taux de conversion, quoi. Au bout d'une semaine. Bien sûr. Ce qui est assez dingue.
Ouais. Et post premier rendez-vous, la relance, c'est un sujet où globalement il y a des process qui sont mis en place là-dedans où le premier call en tout cas de closing suffit, ou comment est-ce que c'est un écueil que... Alors ça dépend beaucoup, ça dépend du client, de son offre, de son secteur, ça dépend de beaucoup de choses. Okay. Est-ce qu'il travaille avec du particulier, est-ce que c'est du professionnel, mais en tout cas on sait qu'en moyenne il faut entre 4 à 5 relances pour qu'un client dise oui. C'est énorme. Et la moitié, voire plus de la moitié des commerciaux arrêtent au bout de la deuxième. Donc en fait ils ont le bon prospect. C'est juste qu'ils ne font pas l'effort en fait de relancer. Donc soit derrière on met en place des outils d'automatisation avec du mailing qui va permettre juste de faire du petit follow-up tranquillement, ou des outils ou avec du cross-canal avec le petit coucou sur LinkedIn par la messagerie ou des choses comme ça. Mais on sait qu'il faudra en moyenne entre 4 à 5 relances avec différents points de contact. Pas uniquement du mail. On peut le faire également avec de la réassurance par un petit coup de téléphone qui fait toujours du bien. Passer par d'autres canaux, mais il faudra entre 4 à 5 relances, et ça c'est un sujet parce que comme je te disais, au lieu de vouloir aller conquérir toujours plus de leads et donc payer éventuellement, tu vois, pour cette partie, déjà optimise exactement ce que t'as, travaille bien tes follow-up parce que t'as sûrement tout ce qu'il faut sous la main pour avoir déjà tes 20 ou 30% de croissance que t'as prévu pour cette année. Ouais, bien sûr. Alors, on parlait toujours dans cette logique de croissance. Tu me parlais effectivement de génération de leads, donc de prospects, de futurs clients. Donc, effectivement, toi, tu as une stratégie de contenu aujourd'hui, mais tu m'as évoqué effectivement la partie payante. Est-ce que tu as un retour un peu avec les clients que tu as pu accompagner? Est-ce que aujourd'hui le payant a vraiment des résultats qui justifient le fait de payer? Alors, j'imagine qu'à un certain point, effectivement, tu n'auras pas trop le choix si tu veux passer des steps, mais est-ce que aujourd'hui créer du contenu pour tous ceux qui nous regardent, qui lancent leur business, etc., pour amorcer une croissance, c'est suffisant? Alors, tout va dépendre de la maturité du projet, si je peux dire, et la structure. Pour moi, c'est pertinent, mais ça dépend après vraiment ce qu'on en fait. C'est-à-dire, aller faire de la pub pour, par exemple, rediriger vers une conférence, des webinaires, des choses comme ça. Ouais, c'est clairement un système qui marche, on le sait. Par contre, aller juste faire de la pub pour collecter des adresses mail ou juste un numéro de téléphone, mais derrière, il est juste mis un peu dans un CRM, et encore des fois le CRM, c'est encore quelque chose c'est un grand sujet dans les entreprises. Là, ça n'a pas un grand intérêt. Donc en fait, tout va dépendre de la structure qu'il y a derrière, mais j'ai envie de dire que priorité déjà à l'organique, et une fois qu'on maîtrise bien l'organique, on peut aussi aller vers de l'ADS, du payant, et encore sur de l'ADS, il y a encore beaucoup de choses à faire en fait, parce que c'est pas que du Facebook, il peut y également avoir du Google. Ce qu'on intègre peut-être dans l'ADS, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font encore ça, c'est de l'achat de fichiers par exemple, pour de la téléprospection, des choses comme ça. Il y a plein de choses, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise proposition ou une mise en place, c'est surtout, c'est quoi derrière ta stratégie, comment tu l'intègres, est-ce que tu as les personnes pour bien driver cette stratégie. C'est surtout ça en fait. Ok. Alors toi, avec Deely, quels sont un peu vos objectifs à court, moyen, long terme? Qu'est-ce que vous visez et quelle est votre stratégie pour les atteindre? Nous, ce qu'on vise déjà à moyen terme, là, c'est de pouvoir vraiment accompagner un maximum de clients et d'avoir des résultats toujours aussi, si je peux dire, pertinents. L'objectif, nous, avec nos clients, par contre, c'est vraiment, on n'est pas sur une logique de, comme tu l'as compris, sur du temps humain, on peut pas être sur une logique de quantité. Donc, on est vraiment sur quelque chose de qualité où, avec nos clients, après, on voit vraiment un partenariat à long terme, les accompagner vraiment de A à Z. Donc ça prend du temps en fonction des entreprises, c'est des accompagnements qui peuvent durer 6 mois, 1 an, voire un petit peu plus, parce que les problématiques vont changer et on sera en mesure également de pouvoir les accompagner différemment. Est-ce qu'il y a un directeur commercial? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce qu'aujourd'hui il faut en fait ce rôle un peu, jouer ce rôle de directeur commercial externalisé, mais est-ce que à terme il faudra pas penser à recruter un directeur commercial, l'aider à justement à le recruter, à l'intégrer, toute cette partie-là. Donc tu vois, c'est des points qui sont assez différents. Et nous justement aussi, ce qu'on va aller lancer, c'est justement cette partie-là, comme je te le disais, formation, e-learning, parce que les entreprises aujourd'hui, on a un constat qui est clair, c'est qu'elles ont besoin également de force commerciale, mais qu'elles n'ont pas forcément les budgets ou les moyens de se mettre en charge en fait et de prendre 10 commerciaux d'un coup. Pour autant en fait elles auraient la possibilité, grâce à de l'organique ou à du payant, en fait de pouvoir avoir besoin de cette ressource, si je peux dire. Et donc l'objectif en fait c'est de pouvoir également
aller former des personnes sur nos compétences, sur la manière dont on voit aujourd'hui la vente et dont nos entreprises en ont besoin, et de par la suite, en fait, faire une proposition, c'est-à-dire leur dire clairement qu'on peut arriver avec des ressources et que s'ils ont besoin de 2 à 3 personnes ponctuellement, ben on est en capacité en fait de leur faire les bonnes recommandations parce qu'on aura formé ces personnes-là et on aura, si je peux dire, un gage de qualité et on sera en capacité de s'engager en disant voilà, je te mets à disposition ces 2 personnes-là, vous contractualisez tous les 2, mais derrière, on peut s'assurer de sa qualité parce qu'on l'a formé, donc on te le met à disposition et on sait que les résultats seront bons et on sait surtout qu'il connaît notre process, donc il pourra facilement en fait s'intégrer dans l'entreprise et être rapidement en fait, si je peux dire, actif et opérationnel. Ouais, bien sûr. Alors, évidemment, sur le sujet de la formation, là aussi, il y a beaucoup d'acteurs. Carrément. Et donc, pour s'inscrire dans cette logique, comment vous comptez un peu vous démarquer de la concurrence, naviguer dans cet écosystème-là et prendre votre place? Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément par le produit qu'il faut aussi venir se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, tant que le client ne l'a pas testé, il peut pas se rendre compte, en fait, de ce qu'il y a de différent. Et ça sert à rien de réinventer la roue. Ce qui va aussi beaucoup démarquer, en fait, on le voit avec tout ce qui est le personal branding maintenant, c'est l'humain. Pourquoi tu vas plus connecter avec cette personne que l'autre? On peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Et donc, c'est aussi ça que notre force et notre différence. Ça sera de nous montrer tel qu'on est réellement, de se mettre un peu à nu. Et est-ce que les gens vont connecter avec nous ou pas? Et à partir de là, on leur montrera, et je pense que l'une des techniques pour se différencier, c'est peut-être de donner accès à certains modules, à certaines parties de formation ou d'entraînement, de roleplay, des choses comme ça, pour que la personne elle ait une idée et qu'elle voit un petit peu de « Ah ouais, ok, lui, ça a l'air différent » ou alors « J'aime bien sa façon de faire, j'aimerais pouvoir faire pareil. » Souvent, en fait, c'est ce que j'ai entendu, c'est « J'aimerais bien savoir faire comme toi. » Bah, ça tombe bien, je vais te l'apprendre, mais ça veut dire que si t'as aimé comment en fait s'est déroulé par exemple notre entretien de vente, bon bah parfait, t'aimeras en fait ce qu'on va mettre en place derrière parce que ce que je fais, je te l'apprends, tout simplement. Donc ça va surtout passer par là. Je pense que c'est par le facteur humain parce qu'aujourd'hui on achète une entreprise, enfin on achète en fait la vision, on achète le créateur et bien sûr qu'on achète le produit, mais le produit on peut pas en fait énormément se différencier parce que la vente ça reste la vente. Donc, je trouve que par moment, vouloir trop, vouloir se différencier par rapport à ça, ça peut amener à de fausses routes parce qu'on veut intégrer certaines choses qui sont pas forcément pertinentes. Donc, la différence se fera par l'humain. Ouais, bien sûr. Alors maintenant qu'on a un bon tour d'horizon de qui tu es et de ce que tu peux faire dans l'entrepreneuriat, si tu devais recommencer from scratch, qu'est-ce que tu ferais? Tout simplement, déjà, j'irais construire une audience. En premier, et c'est la chose, malgré que je le savais, que j'ai quand même pas commencé assez tôt, si je dirais, sur ce projet, parce que audience first, t'as une compétence, tu sais pas encore peut-être comment tu vas le monétiser ou quoi, mais déjà, va créer du contenu, va créer de la valeur, et va te rendre visible. Parce que c'est ce qui va permettre de voir un petit peu déjà la traction que tu as, et par rapport à ces personnes que tu vas commencer un petit peu à attirer, qu'est-ce qui va tiquer chez eux en fait? Sur quel sujet que ça va leur plaire? Et à partir de là, ça permet, je trouve, de mieux dessiner ton projet. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je n'ai pas fait sur mes 4 premiers mois, où j'étais vraiment sur ce côté un peu feuille blanche, tu vois, j'étais très dans ma tête, je voulais que tout soit parfait avant même de créer du contenu ou autre. Alors que pourtant, le savoir et le contenu, je pouvais déjà aider pas mal de personnes juste en diffusant des posts ou en des vidéos, peu importe. Et ça, c'est vraiment ce que je referais déjà from scratch, c'est me focaliser sur créer une audience, diffuser du contenu à forte valeur, de manière gratuite. Et justement là, ça permet d'avoir une traction et de savoir après dans quelle direction en fait tu emmènes ton projet. Ouais. Et comment tu fais pour identifier après ce que tu vas pouvoir, sur quel business model finalement tu vas aller, comment tu vas réussir à monétiser finalement ces informations? Est-ce que tu as un retour sur ça? Est-ce que c'est en fonction des retours effectivement que les gens vont pouvoir te faire, ou comment tu sens ce qui peut en découler? Premièrement, tu vois en fait quand tu crées par exemple, je sais pas, tu crées 10 vidéos et sur 10 thématiques un peu différentes malgré que c'est sur le même domaine d'activité, tu vois sur lesquelles thématiques des gens ont le plus sonné, où il y a eu le plus de réponses, et à partir de là en fait, tu vois c'est quoi le problème par rapport à cette thématique, sur quelle cible vraiment tu te diriges, quelle est la solution que tu peux leur apporter, quelle solution s'offre actuellement sur le marché, et est-ce que toi tu peux amener quelque chose de nouveau,
Oui, non, pas forcément. Il n'y a pas besoin toujours de réinventer quelque chose. Et sinon, comment tu peux leur apporter quelque chose de différent? Et donc, c'est en fait à ce moment-là que selon moi, que tu te positionnes et que tu viens définir en fait le meilleur business model pour toi. Est-ce que c'est vendre du temps? Est-ce que ça va être un modèle d'agence? Est-ce que ça va être de l'e-learning? Peu importe. Ouais. Mais je pense que c'est en ayant les premiers retours, justement, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est en étant sur le chemin qu'on trouve le chemin. En restant tout seul dans sa tête ou avec sa feuille blanche, on est déconnecté par moment de la réalité, et c'est important de se reconnecter à la réalité et aux véritables besoins et demandes des gens pour justement en fait leur offrir ce qu'ils attendent. Ouais. C'est ça qui fait en fait que d'un seul coup aussi tu fais plus de ventes ou pas. C'est quand tu as un vrai product market fit, si je peux dire, et qu'à un moment en fait ce que tu présentes, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Donc il y a pas peut-être que après il faut juste voir si ça bloque niveau tarification, est-ce qu'il y a des concurrents ou pas. Mais si tu as vraiment une belle proposition de valeur et que ça répond parfaitement à ce qu'ils ont besoin, derrière, ça, c'est limpide, quoi. Ouais, bien sûr. Dans ton aventure entrepreneuriale, est-ce qu'il y aurait un échec en particulier qui t'a marqué, sur lequel tu as su capitaliser? Bah, il y a toujours... moi, j'ai déjà eu donc ma première expérience à l'âge de 18 ans. Quand je l'ai arrêté pour une raison très simple, c'est parce que j'étais au bout un petit peu j'avais un bail commercial, donc de 3 ans. Je voulais pas continuer plus. Puis j'avais pas envie de faire si je peux dire, du magasin et travailler avec le particulier toute ma vie. Mais pour autant, quand tu l'arrêtes, c'est un peu la douche froide parce que il m'a fallu 1 an pour savoir ce que je faisais derrière, tout simplement. Et c'est des petites remises en question. On sait pas tout de suite en fait. Il faut un peu de recul pour savoir en fait si c'est un échec ou une réussite. En fait, ça dépend des critères et si je peux dire d'où on regarde. Bien sûr. Certaines échecs, il y a certaines réussites. Mais je dirais que la dernière en date, c'est celle qu'elle fait un peu plus mal. Mais c'est quand j'ai été dans le monde du salariat. Donc c'est la seule fois où j'ai été dans le salariat. Je me suis beaucoup investi. Je suis rentré stagiaire dans la boîte parce que j'avais repris mes études. Et donc j'ai fini numéro 2 de cette entreprise. C'était une boîte de quoi? On était dans la tech, en faisant des applis mobiles. Voilà. Il y avait 10 personnes, donc on était 10 salariés. Moi, je suis rentré, donc, comme je te disais, en tant que stagiaire. J'ai fini sur la responsable commerciale. Et le Covid, en fait, a frappé. Et au moment où le Covid a frappé, on s'est retrouvé avec presque 200 000 euros de chiffre d'affaires dehors. Mais tout était en pause, tout était gelé. Parce que tous nos clients, c'était des entreprises et ils savaient pas de quoi elle était faite demain. Nous non plus. Donc, ils ont mis en pause tout. Et en fait, quand t'as une boîte aussi avec 10 salariés, les charges sont assez lourdes. Et plus les jours et les semaines et les mois passent et qu'il n'y a pas de nouvelles rentrées d'argent. Bien sûr. Voilà, l'épée de Damoclès, tu la vois vite venir. Donc, il a fallu amorcer un switch. Ça, c'est ce que j'ai fait donc avec mon patron, mais que après à la fin je voyais comme mon partenaire. Mais j'étais toujours salarié en fait. Mais parce que j'avais cette fibre entrepreneur en moi, où la fois où j'ai été salarié, j'étais un intrapreneur quoi. C'est-à-dire je prenais tout à cœur comme si c'était ma boîte, alors que ce ne l'était pas forcément. On a dessiné un nouveau projet où justement donc on a été aidé des solopreneurs à monétiser leur expertise, donc sur toute la partie transmission, vente. On avait créé une méthode via de la formation en e-learning avec des séances individuelles sur un accompagnement entre 3 et 4 mois. Et ça, à un moment, en fait, justement, c'est quand ça a dû s'arrêter parce que j'ai été désaligné à un moment et que la vie fait quand on n'est pas en plus forcément associé, les chemins peuvent prendre de différentes directions. Ça a été un peu mon plus gros, là ça a été ma douche froide. J'ai eu une belle période de deuil en fait et de remise en question par rapport à ça. Parce que je l'ai vécu vraiment comme un échec. C'est-à-dire que c'était vraiment une entreprise où, pour la première fois, et c'était mon objectif de base, j'avais ma boîte à 1 million de CA par an, tu vois, en étant que 2, ce qui était complètement débile de se focaliser que sur du chiffre d'affaires, tu vois, c'est quoi derrière, justement, ton profit, ta rentabilité. Mais bon, c'était un peu mon objectif, tu vois, mon Graal, c'est faire ma boîte à 1 million d'euros. Et ça s'est stoppé, mais de mon propre fait, tu vois, c'est moi qui ai voulu arrêter parce que j'étais trop désaligné. Et ça a été un peu la douche froide. Et justement, je me suis servi de tout ça pour cette fois-ci, dans Dili, pas forcément reproduire les mêmes erreurs, pas forcément être omnibulé par la course aux chiffres et les bons chiffres, tu vois, quels sont des bons indicateurs. Et donc c'est justement ce que j'essaie de mettre en place au quotidien. C'est fournir un travail de qualité, être omnibulé par profit, marge, plutôt que chiffre d'affaires, et en fait avoir une croissance et un scaling linéaire, si je peux dire, plutôt que d'un seul coup vouloir
Voilà, se dire que notre business est rodé, on va faire x10 de CA, on tamponne comme pas possible d'un seul coup en ads, en toutes ces choses-là. Ouais. Et là, il y a une déperdition de marge parce que t'es pas prêt, par exemple, à l'encaisser. Bien Tu sûr. te retrouves avec des charges qui sont disproportionnées et d'un seul coup, ta rentabilité, elle bat le plein, quoi. Tout Ouais, bien simplement. sûr. Est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, donc effectivement dans une activité similaire que la tienne ou dans la vente en tant que freelance, effectivement, des petits enseignements que tu aimerais partager? Ouais, alors pas seulement, je dirais, sur pas si une entreprise dans la vente, mais Ouais. le réseau, quoi. Le network, c'est la base de tout. J'ai entendu ça toute ma vie et pour autant, c'était quelque chose que je mettais pas forcément en place. Et on se rend compte qu'en quelques mois, quand tu rencontres les bonnes personnes, tout devient exponentiel en fait. Parce que cette rencontre t'amène une autre rencontre, t'amène un client, t'amène une opportunité. Et je dirais qu'en fait, peu importe le projet qu'on veut créer, il faut vraiment se construire un beau réseau, définir également quels sont les acteurs, si je peux dire, majeurs de cette industrie ou de cet écosystème qui gravite autour de toi et essayer d'avoir le maximum de points de contact avec eux, lier des relations parce que tu sais que en étant associé à eux, ça aura de très belles répercussions. Donc je dirais réseau, quoi. Ouais. C'est quoi ta stratégie aujourd'hui pour développer ton réseau? Justement, ce côté un peu partenariat, parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus, comme je te disais, la guerre de l'acquisition, tu vois, via l'ADS, via tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Alors que par contre, quand on est sur du partenariat et qu'on a ce côté un peu bouche à oreille, si je peux dire, une cooptation, quand quelqu'un vient de ta part, d'un seul coup, toutes les portes sont enfoncées parce que il y a un gain de confiance qui est énorme. Et aujourd'hui, ça va être de continuer justement parce que le partenariat, on peut le faire avec les réseaux sociaux. On se rend compte que LinkedIn, par exemple, est vraiment une très bonne source pour générer de beaux partenariats. Donc moi aujourd'hui ça va être cette stratégie et de pouvoir tisser des liens sur le long terme en fait justement. C'est pas attendre uniquement qu'on me donne, c'est-à-dire donner dans un premier lieu parce qu'après tu sais que tu vas pouvoir recevoir, mais c'est se mettre un peu dans cette logique et donc aujourd'hui c'est un peu ma nouvelle démarche. Enfin ça l'était depuis assez longtemps mais voilà c'est j'entends parler d'une opportunité, tout de suite dans mon cerveau, je scanne tout mon carnet d'adresses en gros, qui est-ce que ça peut aider, j'essaie de les mettre en relation et à partir de là justement, je sais que ça me reviendra parce que c'est comme ça quoi, c'est plus tu donnes, plus tu reçois. Ouais, bien sûr. Alors jusque-là, tu nous as effectivement parlé donc de tes différentes activités. Donc tu as été dans le retail, plus dans la tech avec des applications et maintenant dans une agence. Donc il y a un modèle qui est encore différent. Complètement. Donc j'imagine que tu dois avoir plutôt une bonne créativité et toujours plein d'idées. Est-ce qu'il y aurait une idée, un produit ou un projet sur lequel tu aurais aimé travailler, en tout cas pousser, et jusque-là tu n'aurais pas forcément eu le temps, mais voilà, quelque chose qui reste un peu en toi et pas que tu regrettes, mais en tout cas que voilà, t'aurais aimé pousser. Non, pas de regret parce qu'après on sait jamais de quoi est faite la vie et donc les opportunités peuvent se présenter. Moi je regarde beaucoup aux États-Unis ce qui se fait également. J'aime bien l'entrepreneur Grant Cardone. Je sais pas si tu connais. Non. Super entrepreneur. Je t'invite à regarder un petit peu de plus près qui c'est. Il a des livres assez sympas. Et lui, justement, en fait, il aide justement sur la vente. D'accord. Donc lui, c'est l'un des pionniers aux États-Unis sur la vente. Et il a fait une nouvelle verticale qui est également, en fait, sur toute la performance des personnes, des entrepreneurs, d'un point de vue santé, d'un point de vue, et il s'est entouré de personnes à ce niveau-là. Parce qu'on sait aujourd'hui que, un entrepreneur ou un salarié même, pour qu'il soit vraiment efficace, productif, il faut qu'il prenne soin de soi. Sa santé, son stress, faire du sport, bien manger, bien dormir. Ça, c'est des choses qui me passionnent un peu. J'aime beaucoup tout ça. Et je pense qu'il y a peut-être une verticale un jour à lancer sur cette partie. C'est-à-dire, voilà, le côté bien-être de l'entrepreneur, gérer toute sa partie stress, performance, sommeil et sport. Parce qu'on se rend compte en fait que c'est à ce moment-là que quand toutes les planètes sont alignées à ce niveau-là, et bien gérer également le côté vie pro, vie perso, trouver le bon équilibre, en fait, c'est là où c'est exponentiel et qu'on a des super résultats. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je suis passionné de sport et je suis toujours, moi, à la recherche, personnellement, par exemple, de la petite optimisation, le petit truc qui fera qu'à un moment, ça permet de gagner 1 heure ou 2, d'être plus focus, d'être plus performant. Et je pense qu'il y a un beau segment à les développer. Et donc, je m'inspire beaucoup de, par exemple, tu vois, comme je te disais, Grant Cardone. D'accord. Parce qu'il est en train de développer quelque chose qui
qui est selon moi assez puissant. Ok. Et je pense que ça pourra... On a toujours peut-être un peu de retard en Europe ou en France par rapport aux États-Unis. Peut-être que d'ici quelques années, on verra également des entrepreneurs assez chevronnés et assez connus lancer une nouvelle verticale, par exemple, sur la santé, parce qu'on sait aujourd'hui en fait que c'est l'un des critères numéro 1 des personnes, et c'est ce qu'on a en fait un peu, je le vois, les gens ne veulent plus forcément devenir riches ou être célèbres, ils veulent être en bonne santé, et je trouve ça bien, mais voilà. Ils ont pas toujours les bonnes billes et comment justement les lier à leur projet, quoi. Très intéressant. Bah, je mettrai dans la description de l'épisode les références vers ses ouvrages et puis et puis son profil. Génial. Écoute, on va parler un peu plus maintenant de toi et de Dili et comment vous vous différenciez. Donc bien évidemment, on a dit que c'était un secteur concurrentiel. C'est pas forcément une mauvaise chose, effectivement, toujours la concurrence, elle somme positive, mais tout de même, qu'est-ce que tu penses que vous faites chez Dili qui vous permet d'être meilleur que les autres? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est la formation, c'est-à-dire la vente, ça existe depuis toujours. Pour autant, par contre, il faut comprendre que le marché, il évolue, qu'il y a des nouvelles techniques, qu'il y a beaucoup de choses, et je le vois moi à titre personnel et je continue énormément. J'ai beaucoup été formé, par exemple, aux États-Unis. Il y a des pionniers, des personnes qui sont incroyables, du Grant Cardone, du Jeremy Miner, du Cole Gordon, qui sont relativement puissants en fait, qui allient beaucoup de choses avec du neuromarketing, de la PNL, parce que la vente en fait c'est beaucoup ça, c'est-à-dire on achète des émotions, on parle à un humain et en fait on sait qu'un humain il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et aussi il y a beaucoup de mindset, d'état d'esprit. Et donc ça on le voit en fait que les techniques de vente ont beaucoup évolué, d'autant plus maintenant aussi avec la visio. Parce que maintenant tout se fait aussi beaucoup en visio, donc il y a certaines petites techniques qu'on changeait sur le closing, sur des choses comme ça que par moment certains qui n'étaient pas habitués pouvaient tâtonner quand il y a eu le changement à la visio. Bon maintenant après c'est relativement clair, mais je dirais qu'aujourd'hui ce qui fait la différence c'est que c'est nos compétences, comment on sait justement les transmettre et comment on sait les adapter par rapport aux entreprises, parce qu'en fonction du business model, en fonction de la cible et en fonction du secteur d'activité et du marché, la vente c'est pas juste en fait tout le monde a la même trame si je peux dire, c'est la personnalisation, la compréhension en fait du besoin, et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à mon parcours. J'ai fait du retail, j'ai fait de la tech, tu vois maintenant j'ai une agence aujourd'hui et j'ai différentes si je peux dire, j'ai testé différents secteurs, différents marchés. J'ai une assez bonne connaissance en fait de différentes cibles et de différents marchés pour être un peu ce caméléon, me mettre à la place en fait de si j'étais commercial ou directeur commercial dans cette boîte, comment il faudrait que ça fonctionne et pouvoir proposer en fait quelque chose de pertinent qui fonctionne et pas juste en fait faire du copier-coller parce qu'on sait que c'est pas ça qui marche. Ouais, bien sûr. Et toi, à titre individuel, dans ton rôle, comment tu fais pour être meilleur? Formation. C'est-à-dire que vraiment, j'adore apprendre. Dès que je peux, par exemple, je suis en train de lire, je regarde des contenus, par exemple, des documentaires ou de la formation et j'assimile en plus assez rapidement. C'est-à-dire que j'entends une information, je l'assimile très vite et je me l'approprie comme si ça faisait 10 ans que je l'avais, alors que c'était pas forcément le cas. Et c'est ce qui me permet en fait d'être toujours un peu meilleur et de me réinventer. Je vois encore le cas sur un de mes derniers coachings. J'ai été face à une problématique, la personne avait une problématique. La veille, j'ai lu quelque chose, une nouvelle donnée, je sais pas si tu connais la dépolarisation. Ouais. Je me le suis tout de suite approprié. J'ai retranscrit en fait aussi ce que j'avais compris, ce que j'avais lu le soir même. Je l'ai appliqué lors de mon coaching et boum, ça a eu déjà, tu vois, des super effets. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette notion de 1% meilleur chaque jour, où si t'appliques ça à la fin de l'année, t'es 37 fois meilleur. Et je m'applique ça au quotidien. C'est vraiment dans mon ADN et dans ma pensée. C'est comment aujourd'hui je peux faire pour apprendre quelque chose de nouveau. Je suis assez curieux en plus de base. J'estime qu'on peut apprendre de tout le monde et de tout. Et donc voilà, dès que j'ai l'occasion, j'essaie de repérer où est-ce que je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, mais surtout me l'approprier et le mettre en fait, si je peux dire, à disposition après de mon entreprise ou de mes clients. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que tu me parles de dépolarisation, ce que je ne connaissais pas du tout, et tu es donc la deuxième personne à en parler. Okay. Donc ça me renvoie à un épisode que j'ai déjà sorti avec Barthélemy Fent, qui est également podcasteur, qui a le podcast Extraterrien, dans lequel il interviewe des sportifs de haut niveau. Et effectivement, il a fait notamment un épisode avec un préparateur pour sportifs de haut niveau. Il a fait toute une école de formation et qui est notamment spécialisé dans la PNL et
dans la dépolarisation. Et donc c'est peut-être Pierre David. Oui, exactement. Et c'est le livre justement que j'ai lu donc de Pierre David, parce que j'aime beaucoup cette notion en fait justement moi je suis passionné déjà par les sportifs de haut niveau et j'estime que les entrepreneurs ont beaucoup de similitudes. Et justement donc c'est exactement cette personne de cet ouvrage que j'ai lu de cette personne. Ouais. Et le livre est assez top parce qu'on peut faire beaucoup de liens entre l'entrepreneuriat et le sportif de haut niveau. Et on peut tout de suite mettre en place des choses qui sont assez simples, mais qui ont des vrais effets. Et donc, effectivement, ça permet de faire le lien avec ton précédent épisode. Ouais, donc il a créé l'Académie de la haute performance. Exactement. Le nom m'est revenu en tête. Donc voilà. Donc je vous renvoie à aller voir l'épisode avec Bart. On en a pas mal parlé. Lui a été coaché, il nous a dit un peu ses retours et ce que ça lui pu... quels ont été les bénéfices finalement qu'il en a retiré. Donc voilà, très intéressant. Génial, écoute, super intéressant. Alors bien évidemment la formation c'est essentiel, mais généralement on dit que il faut pas non plus trop apprendre, faut généralement apprendre ce qu'il faut au bon moment. Ouais. Sinon ça devient du superflu et on l'oublie. Comment toi tu capitalises sur ça? Quelle est un peu ta méthode? Est-ce que tu consignes? Comment tu prends des notes? Est-ce que tu reviens dessus? Quel est un peu finalement ton cheminement et ton processus? J'ai essayé de faire un peu un peu d'A/B testing par rapport à ça. Déjà j'ai toujours un surligneur. Okay. Donc je surligne tout, je suis un peu un fada de ça, et donc ça me permet de pouvoir revenir rapidement après sur les notions que j'ai trouvées assez importantes. À un moment j'ai testé, mais c'est très long de faire ça, mais par contre j'ai trouvé ça top, c'est faire comme un mini résumé à chaque fin de chapitre en fait d'un livre, par exemple que j'ai fait, que j'adore, l'un de mes livres préférés qui est de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Donc par exemple c'est le seul livre où par contre j'ai tout résumé chapitre par chapitre. Donc en fait, je peux le relire en 10 minutes parce que j'ai toute ma note dans un Notion. Mais c'est la seule fois où je l'ai fait parce que j'avais le temps de le faire. Par contre, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'essaie quand même de trouver le temps parce que quand on veut faire beaucoup de choses, à un moment, on peut le faire, mais il faut y accorder le bon timing, si je peux dire. Aujourd'hui, voilà, je dirais que c'est de la petite prise de notes ou du surlignage. Retenir des informations, revenir dessus, voir si je peux l'adapter à mon business ou pas. Et sinon, je fais rapidement, en fait, si je peux dire, je supprime un peu de la tête. C'était intéressant pour stimuler l'intellect et me nourrir de nouvelles idées, me faire émerger de nouvelles idées. Par contre, après, voilà, si je vois que je peux pas l'utiliser dans mon business, au bout d'une semaine, j'ai un peu la mémoire d'un poisson rouge, là, je m'en souviens plus du tout, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres façons de progresser, d'autres choses qui te permettent d'avancer sur des sujets, peut-être d'autres méthodes D'autres méthodes, je sais pas alors si c'est des méthodes. Moi, je m'inspire beaucoup également. Je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup d'interviews, de documentaires, et je m'inspire en fait de ça et j'essaie de voir en fait justement comment ces personnes-là ont été en capacité de s'améliorer, de performer et de pouvoir voir s'il y a quelque chose que moi je peux prendre, ou en tout cas un mindset, un état d'esprit que je peux m'inculquer. Je prends l'exemple par exemple du meilleur documentaire que j'ai vu, je peux le voir 1000 fois, c'est The Last Dance de Michael Jordan sur Netflix. J'ai pris une claque monumentale et il m'inspire tellement que j'ai envie justement de me dépasser quand je vois des personnes comme ça, et j'essaie justement de prendre un petit % par-ci par-là de chaque personne qui peut m'inspirer, dans la même logique où je te disais, si je fais ça tout au long de l'année, je serais peut-être 37 fois meilleur. Mais donc j'ai pas de méthode à proprement parler. Par contre voilà, je suis curieux, je suis facilement admiratif de certaines personnes, et j'essaie juste de comprendre ce qu'ils font de différent de moi aujourd'hui, et est-ce que c'est si je peux dire écologique avec qui je suis, de pouvoir l'intégrer ou pas. Des fois pas du tout, mais voilà, en tout cas j'essaie à chaque fois de pouvoir chercher le petit truc qui fera que je me sentirai en tout cas moi meilleur qu'hier. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait un conseil dans ta vie qu'on t'aurait donné qui t'a un peu qui a un peu changé ta vision sur des choses, sur ta façon de faire, sur ta façon de penser, un conseil qui t'a finalement marqué et que t'aimerais transmettre? Encore au quotidien, je sais pas si c'est se faire confiance en fait. Tu vois, écouter sa voix intérieure, parce que généralement ça trahit pas. C'est-à-dire que il faut s'écouter. Quand on a un doute,
généralement la première idée qui nous est venue par la tête, ou essayer de déconnecter le mental et du corps également, on sait que c'est la bonne, quoi. C'est-à-dire que le mental peut penser à beaucoup de choses, mais le corps a également ses réponses. Donc je dirais que c'est faire confiance à son instinct, parce que il est rare qu'il nous trahisse. Et par moment, vouloir être trop dans le mental, moi j'ai perdu confiance un peu à mon instinct, alors que j'étais quelqu'un de très instinctif, je réagissais beaucoup à l'émotionnel de mon corps, aux signaux qu'il me renvoyait. Et en fait, à force de trop, en fait, justement, être dans ma tête, je perdais le signal, en fait, je ne savais plus à quoi me fier. Et encore, voilà, il y a pas si peu de temps, il y a quelques mois en arrière, j'ai repris, en fait, si je peux dire, le pas sur faire confiance à son instinct. Parce que à partir du moment où mon corps me dit quelque chose, je sais que 99% du temps, c'est le bon truc, quoi. Ouais, c'est évident. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel tu aurais aimé travailler? Alors ça peut être une compétence sur le développement personnel, mais voilà, quelque chose pour lequel tu n'as pas forcément jusque-là pu allouer du temps, et à l'avenir, ça serait vraiment quelque chose sur lequel tu aimerais travailler? Je m'étais un peu penché, moi, sur la morning routine, par exemple, tu vois. Je suis pas du matin. Et je commence un peu à m'y faire, en fait. C'est-à-dire que avant je culpabilisais beaucoup. Tu vois. Je me disais, un high achiever, il se lève à 5h30 du matin, il prend des douches froides. Tu vois, j'avais testé, le 5h30, je l'ai pas testé. La douche froide, tu vois, je l'ai testé, toutes ces choses-là. Enfin, à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi. Mais pour autant, important, toute cette partie routine. Et je me rends compte également que ça, je suis pas encore assez au clair, en fait. J'ai pas assez de process, j'ai pas assez de routine qui font que je me laisse encore un peu peut-être trop driver. Des fois, c'est positif parce que ça me permet d'avoir plus d'agilité et de pouvoir faire des choses que j'aurais pas fait ou qui auraient pas été inscrites de telle manière dans un agenda, dans un planning. Mais en même temps, je vois la puissance du côté avoir des routines, faire tout le temps la même chose. Donc ça, c'est peut-être un sujet sur lequel il faudrait que je me penche. Après, là-dessus, hormis par exemple travailler mon anglais, parce que je me rends compte que ça, c'est le petit blocage que j'ai aucune difficulté pour lire du contenu. Par contre, quand ça va être des documentaires, des choses comme ça va être un peu plus compliqué, une discussion encore plus, et on sait pas de quoi on fait demain. Mais je dirais que quand j'aurai le problème, je me poserai peut-être sur la question. Mais voilà, je dirais que c'est les deux choses. Ça serait peaufiner mon anglais peut-être et réfléchir à définir une vraie routine journalière et hebdomadaire dans ma semaine, où je sais qu'à un moment, à force de répéter toujours les mêmes actions au même moment, c'est ce qui fera la différence et c'est ce qui fera que je me laisserai pas en fait submerger par moment, peut-être par des journées, parce que je sais que c'est timé. Ça sera peut-être militaire, si je peux dire. Ça laisse moins place à l'imprévu, mais je pense qu'à un moment, en fonction de la structure qu'on peut avoir et des objectifs qu'on se fixe, je pense qu'à un moment, c'est obligatoire, quoi. Ouais, ça peut passer pour du coaching aussi. Peut-être. Qu'est-ce que tu entends par c'est-à-dire du coaching? Parce que, au bout d'un moment, c'est pas forcément évident si on a le temps de pouvoir tester, itérer, et moi je conseille, j'invite tout le monde à le faire et c'est bien, mais là, un coach va peut-être nous permettre de capitaliser sur tout ce qu'elle a pu essayer de faire avec ses différents clients, et si elle sait que, par exemple, elle a déjà travaillé, ou il a déjà travaillé avec quelqu'un qui n'est pas du matin, dans ton cas, tu vois, la personne va déjà savoir que voilà, il y a tout un tas de choses, ça sert à rien d'aller dessus, parce que peut-être que finalement vaut mieux décaler la journée et que tu seras plus productif le soir que le matin, et réadapter en conséquence. Complètement cohérent. Et il y a peu de temps, d'ailleurs j'ai regardé ça parce qu'il y a les cycles circadiens par exemple, et parce que moi j'étais justement, je te disais, dans cette culpabilité de pourquoi je ne commence pas à 5h30 ou 6h, que le réveil n'est pas facile, et j'ai compris en fait qu'on avait des cycles circadiens. C'est comme ça, et que en fait on peut vraiment les régler, et qu'on se les règle également alors ça, c'est l'avantage également d'être entrepreneur, peut-être pouvoir faire ce qu'on veut de ses plannings, de pas mettre de réveil, et de voir quand est-ce que le corps va se réveiller, et en fait on va se rendre compte qu'à un moment on se règle automatiquement, et en fait on connaît son cycle. Si on sait qu'on se lève à 8h, c'est comme ça, c'est à 8h. Par contre voilà, on va pouvoir peut-être il faut trouver du temps, peut-être plus le soir, pour faire des tâches, parce que notre cycle il est calé comme ça. On sait qu'on a des pics de performance, de productivité à certains horaires que d'autres n'auront pas, quoi. Ouais, bien sûr. Axel, merci beaucoup. Est-ce que il y aurait une personne
en France, un entrepreneur, une entrepreneuse, quelqu'un qui t'inspire, et si tu pouvais passer 1 heure avec elle ou avec lui pour parler de ce que tu veux, Ok. qui est-ce que ce serait? En entrepreneur? Pas forcément. Ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, ça peut être voilà, quelqu'un vraiment qui t'inspirerait et qui tu aimerais pouvoir passer cette heure de discussion. Sur n'importe quel sujet, je dirais que ça serait un sportif. Ok, Je pense à Kylian Mbappé. d'accord. Kylian Mbappé, lui, c'est clairement, selon moi, un ovni. Ouais. Ce gars me fascine un peu. Il me fascine et je le suis donc depuis ses tout débuts. Et de par son leadership, de par sa soif de gagner, et ce côté, il n'a pas l'air rassasié, en fait, le garçon. Et Ouais. c'est ça que j'adore, en fait. J'aimerais comprendre comment il fonctionne pour juste à un moment se dire, OK, comment aller toujours plus loin, essayer toujours de se dépasser. Et voilà, quoi. Jamais... parce qu'il y a des phases de doute, ils ont des grosses pressions médiatiques, ces personnes-là. On parle de la pression des entrepreneurs, mais ces personnes-là, ils ont des pressions qui sont aussi démentielles, à des jeunes âges, complètement. Hein, parce qu'on peut... Bon, maintenant, il a 24 ou 25 ans, mais il a commencé très, très tôt. Bien sûr. Et je suis fasciné par ça, et j'aimerais vraiment comprendre, justement, comment il fait. Parce qu'en fait, selon moi, cette personne-là également, il a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est aussi un entrepreneur. Tout à fait. Il a une entreprise, il a des salariés, il a toute une équipe, tout un staff autour de lui qui doit lui-même, en fait, un peu gérer parce que c'est lui le chef d'orchestre. Et ça me fascine de comprendre, en fait, comment il en est arrivé là et comment il continue aujourd'hui d'aller viser toujours plus haut et plus loin. Bien sûr. Il endosse toujours plus de responsabilités. Maintenant, c'est pas lui qui l'a choisi, mais il est capitaine de l'équipe de France, donc c'est un fardeau en plus. Ouais, mais c'est un fardeau et en même temps, je pense que lui, c'était vraiment un besoin. Enfin, c'était une vraie demande en fait de sa part. Tout à fait. C'est-à-dire que pour lui, c'était mets-moi ce point en plus. Quoi. C'est je veux cette responsabilité en plus, quoi. Et c'est fascinant, quoi. Bien c'est sûr. fascinant. Donc voilà, lui c'est vraiment une personne qui me fascine. Et ouais, je pense que si on déconnecte de l'entrepreneuriat et qu'on reste en France, ouais, je dirais Kylian Mbappé. Ok. Et d'entrepreneuriat, t'aurais quelqu'un? Dans l'entrepreneuriat, en tout cas, le premier nom qui me vient et celui que je suis là beaucoup, c'est Anthony Bourbon. Ok. Anthony Bourbon, parce que lui, de par son parcours, de par sa vision, il m'inspire beaucoup en fait. Il m'inspire beaucoup et j'aime vraiment bien la personne. J'aime sa façon d'être en fait. Et alors il a un côté assez, pour certains peut-être assez clivant, mais en tout cas moi j'aime beaucoup qui il est. Et lui en tout cas il m'inspire quoi. Donc je sais que quand j'ai monté Dilly par exemple, je consommais beaucoup de contenu, donc des podcasts ou des choses comme ça où il y avait du Anthony, et j'ai fondé Dilly avec des bouteilles de feed. C'est vrai. Ouais, bien sûr, ouais, parce que justement j'étais dans ce truc où par moment il faut charbonner, j'avais pas forcément le temps de faire à manger ou le midi, des choses comme ça. Okay. Donc j'étais avec mes bouteilles de feed et justement en fait sur son branding, et ça m'inspirait beaucoup, il y avait ce côté créer, se dépasser, bâtir, réussir, et ça me stimulait beaucoup. Donc c'est vrai que ouais, Anthony Bourbon dans l'entrepreneuriat français, c'est vraiment la personne top of mind chez moi, quoi. Ok, génial. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un futur épisode, que ce soit un entrepreneur ou une entrepreneuse, mais voilà, quelqu'un qui est plutôt aguerri et qui tu penses qui se prêterait bien pour répondre à ces questions? Alors, j'en ai 2 qui me viennent en tête. D'accord. Le premier, je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps. Il est jeune, mais pour moi, c'est un peu comme un Kylian Mbappé, c'est un cyborg. Il s'appelle Hugo Elmstetter. Ok. Donc, il a une boîte qui s'appelle Numadeo. Et ils accompagnent, donc, il te le présentera mieux que moi, mais il accompagne par exemple un Anthony Bourbon ou beaucoup de célébrités justement à croître de manière organique sur les réseaux sociaux par la vidéo. En fait, donc ce sont des spécialisés de l'image et de la vidéo. Et la deuxième personne à laquelle je pense, là quand tu me parles d'Aguerri, je pense à Alec Henry. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Alec Henry, il a de nombreuses sociétés à son actif. C'est quelqu'un de très inspirant que j'ai l'occasion de côtoyer. Et je pense qu'il se prêterait parfaitement au jeu, lui-même qui a un podcast qui s'appelle Le Déclic. Et je sais que lui, il pourrait être...
ça pourrait être un bon client et je pense que tu pourrais avoir des belles informations à lui extraire. Mais génial, bon, on va voir avec eux ce qui est possible de faire. Génial. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux, dis-nous tout, Dilly. Voilà. Et principalement donc sur LinkedIn. Il suffit taper Axel Bombezin et après voilà, on va continuer. Je vais partir sur différentes verticales. Je vais bientôt lancer un podcast, par exemple. Donc, il y aura également une chaîne YouTube et après, je lancerai différentes communications sur différents réseaux. Mais là, on va dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, en tapant mon nom sur LinkedIn, ils me trouveront facilement. Ok, ça sera un podcast sur quoi ? Sur la vente, justement. Je vais interroger des CEO et parce que quand on est CEO, en fait, on est le premier vendeur de sa boîte auprès d'investisseurs, auprès de clients, auprès de beaucoup de personnes. Même quand on fait son premier recrutement, on doit se vendre. Et donc, c'est comprendre un petit peu leur rapport qu'ils ont à la vente et le avant-après que ça a eu en fait sur leur boîte. Parce qu'on sait que d'un seul coup, quand on commence à se structurer, qu'on met en place un pôle commercial ou quoi, ça a un réel avant-après. Il y a si je peux dire, des écueils. Il y a également des super réussites. Bien sûr. Mais voilà, c'est venir comprendre justement en fait, eux, c'est quoi leur rapport à la vente, comment ils ont fait en sorte justement de pouvoir bien lancer leur boîte en étant un petit peu le premier vendeur aujourd'hui et justement comment ils ont fait pour aller scaler, comment mettre en place leur pôle commercial et comment ils le drivent au quotidien et quelles actions les actions et les personnes qu'ils ont mis en place pour justement pouvoir croître toujours plus haut. Mais génial. Tu connais déjà le nom ? Je connais le nom, ça va s'appeler Deal. Ok. Donc voilà. Pas très loin de Dilly. pas très loin de Dilly. Ok, génial. Pas très loin de Dilly. Écoute, on suivra ça avec attention et je manquerai pas de repartager quand ça sortira. Okay, génial, cool. Axel, merci encore. C'était vraiment top. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix si ce n'est pas déjà fait et surtout partager l'épisode autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître ton travail. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!